Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. A tout de suite avec mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chanty Barrel, la créatrice de Chanty Biscuit, surnommée la Bisqueen. Elle nous raconte son histoire incroyable. Un jour, pour ses 24 ans, on lui offre un tampon à biscuit. Immédiatement, dans sa tête, ça fait tilt. Elle décide de se lancer. Dans notre conversation, elle nous raconte son parcours. En très peu de temps, Chanty Biscuit est devenue une start-up qui fait sensation avec de prestigieuses références clients comme Facebook, Instagram, LVMH, Chanel. Aujourd'hui, elle compte 15 personnes, plus d'1,5 million de chiffre d'affaires. En 2018, Chanty remporte le prix Clémentine Veuve Clicquot qui récompense les jeunes entrepreneurs. Un parcours vraiment remarquable. Mais je n'en dis pas plus, voici notre conversation avec Chanty Barrel. Bonjour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Chanty Barrel. La Bisqueen. La Bisqueen, absolument. J'ai 1 milliard de questions à te poser. J'avais pas prévu autant, mais... Non. Je vais faire la question people au tout début. Il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est ton prénom. Alors j'ai fait ma petite recherche. C'est mon vrai prénom. Je sais. Je sais même pas si tu le sais, j'ai vu qu'en 2006, il y a eu 13 bébés Chanty. C'est vrai ? Ouais. Et depuis 2017, 0 bébé Chanty. C'est vrai. Personne ne veut suivre mes pas. Est-ce que tu es unique ? La Bisqueen est unique. Chanty Barrel peut-être, mais les Chanty, il y en aura d'autres. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le Airbnb dans lequel je loge ici à Vitrolles, la fille s'appelle Chanty. Ah. Mais avec un I. Alors, je vais te demander de te présenter. Oui, je m'appelle Chanty. J'ai créé Chanty Biscuit. J'ai grandi à côté d'Aix-en-Provence. Et voilà. Où ça ? On habitait à Pérols et j'ai fait toute ma scolarité à Aix. D'accord. Donc, je ne dirai pas mon âge. Les études ? J'ai juste le bac. Et après mon bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai rien fait. Donc, je n'ai pas d'études. Et j'avais juste un job alimentaire au moment où j'ai eu l'idée de Chanty Biscuit. Tu as fait un bac S, il me semble. Fac de maths, c'est ça ? Ou tu as tenté ? J'ai tenté. J'ai dû durer 2 semaines. Mais fac de maths, donc tu es une matheuse vraiment ? Ah oui, moi à la base j'adorais, j'avais quand même un esprit scientifique. En fait j'ai l'esprit scientifique mais j'ai aussi le côté artistique. Et du coup je savais pas ce que je voulais faire. Et comme j'avais fait un bac S et que mes parents ils voulaient me pousser à faire des études scientifiques forcément, donc je me suis inscrite en fac de maths. Parce que les maths c'est quand même la recherche, le prof de maths, recherche dans les mathématiques, c'est assez high level. À cette époque-là j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Enfin je savais même pas école de commerce que c'était, ni rien du tout quoi. D'accord. J'étais complètement paumée. Donc, la fac que tu fais pas, apparemment. Ouais. Tu pars... je te laisse parler. Ah oui, okay. Donc je raconte en détail. Donc je me suis inscrite en fac de maths. J'ai dû durer 2 semaines, un truc comme ça. Et ensuite, je me dis, je vais apprendre l'anglais, donc je vais aller aux États-Unis. Donc je vais dans une famille qui avait des chevaux en Floride. Donc je passe plusieurs mois chez eux. C'était génial. Franchement, c'était incroyable. Et quand je reviens, je me dis, maintenant je parle anglais, je vais aller en fac d'anglais. Et du coup, je m'inscris et il y a je sais plus quelle réforme qui passe. La fac est bloquée. Plus de cours, donc je me dis je vais trouver un job en attendant que ça se débloque. Et au final, déçu, ça t'a arrangé ? Ça m'a arrangé. Ah, voilà. Je n'étais pas du tout déçue. Je ne faisais pas partie de ceux qui bloquaient, mais j'étais bon. Et du coup j'ai trouvé un job dans une boîte qui faisait des rétroéclairages high tech. C'était un peu compliqué à expliquer. Et au final ils m'ont proposé un CDI, donc je suis restée. Combien de temps ? J'ai dû rester, je pense, quelque chose comme 2 ans. Ensuite, je suis partie pour bosser dans un centre équestre. Voilà, donc j'ai bossé dans un centre équestre, je pense, 1 an. Et ensuite, la boîte m'a rappelé et ils m'ont dit la fille qui t'a remplacée s'en va, est-ce que par hasard tu veux revenir ? Et j'ai négocié un mi-temps et je faisais 2 jours par semaine. Tu es parti donc aux États-Unis pour de l'anglais, pour avoir un background ? Non, c'était anglais, puis c'était un peu aussi pour me changer les idées, pour voir autre chose. Voilà.
Quand tu as bossé dans cette boîte de LED, après tu as eu l'idée de reprendre ou alors comment ça s'est passé ou tu as eu de reprendre les études ou Ah tu non, t'es dit c'est momentané en fait, ou je savais fini, pas quoi. ce que je voulais faire, donc si j'avais une idée précise, oui, j'aurais repris, mais là, j'avais aucune vision de mon avenir. En fait, ton histoire, pourquoi elle m'intéresse, qu'elle est quand même incroyable. Je vais spoiler un tout petit peu. C'est parce qu'en fait, d'un petit cadeau, Ouais. on arrive à... bon, c'est pas un empire, mais je te le souhaite. Pas encore, mais on arrive à un truc quand même incroyable. Voilà. Donc, je fais écouter un peu. Donc, ça, c'est le petit biscuit. Je spoil. Voilà. Alors, explique-moi un peu, donc, cette histoire qui est incroyable quand même. Ouais, donc en fait, pour mes 24 ans, je fais une soirée d'anniversaire. À l'époque, c'était avec les potes de mon ex. Et du coup, ils me font un lot de plein d'accessoires de cuisine, rigolo. Et dedans, il y avait un tampon à biscuits. Et sur le tampon, il y avait marqué « Approuvé par le chef ». Et j'ai fait les biscuits. Et je me suis dit, c'est cool d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul. S'il y avait eu un message plus drôle, j'aurais pu les offrir à quelqu'un. Et c'est là où je me suis dit, mais ce serait trop cool d'avoir des biscuits avec des messages personnalisés, enfin, où qu'on puisse choisir. Parce que moi, j'adore faire des cadeaux personnalisés, donc je me voyais très bien faire des blagues à tout le monde avec. Et j'ai vu que ça n'existait pas, et je me suis dit, bon, bah, je vais le faire. C'est tout. Et je l'ai fait. Enfin, j'ai trouvé sur Internet un emporte-pièce, donc de la forme du biscuit petit beurre, quoi, avec une réglette pour mettre des lettres. Le truc, il existe. Hein. Et du coup, j'ai acheté ça et j'ai commencé à faire des tests de recettes chez moi, imaginer le concept, et petit à petit, ça s'est créé. Et ça n'existait pas? Le concept tel que je l'ai fait, ça n'existait pas. Mais c'est des lettres comme le tampon. Enfin, moi, quand j'ai monté ma boîte au tout début, on achetait un tampon. C'est des petites lettres que tu glisses dans une réglette et puis tu tamponnes, quoi. D'accord. Et donc, tu as acheté ces trucs-là, et tu as commencé, tu t'es dit quoi? Tu avais la recette, tu avais tout dans le truc? Non, j'ai fait des tests. Donc, je regardais des recettes sur Internet, je testais, je goûtais, je faisais goûter à ma mère, à mes potes et tout. Et je me suis pas du tout dit, je vais monter une boîte. Je me suis juste dit, il faut que le concept existe. Et moi, j'adore faire des trucs un peu créatifs, manuels, tout ça. Donc, ça m'a éclaté. Et puis après, plus j'allais dans le projet et plus plus j'étais à fond, quoi. Mais tu te dis, ça peut être, enfin, c'était un business. Non, au début, c'était juste pour offrir à des copains, ce genre de choses. En fait, quand j'ai eu l'idée, donc j'avais ma sœur qui se mariait, donc je me dis pour son mariage, je vais en faire. Ma meilleure amie se marie et du coup, elle me dit, en fait, elle se fiance avec un mec qui fait des sites internet et ils me disent, bah si tu nous en fais pour le mariage, Clément te fait un site. Et du coup, moi, je me posais la question à ce moment-là du site, mais j'avais pas d'argent, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, parfait. Et du coup, ils me font le site. Et puis, je me dis, bah, je peux les vendre, en fait. Et voilà. Tu fais ton site internet, donc tu as déjà le business model quelque part. Tu te dis, voilà, à partir de là, c'est pas simplement je mets un tampon, je l'offre à des copains. Ouais. Finalement, je vais en faire une entreprise. Non, je me suis même pas dit, je vais en faire. Enfin, le mot entreprise, il n'était pas dans ma tête. Hein. Je me suis juste dit, je vais les vendre. Et en fait, imaginer le concept, c'est ça qui m'éclatait. C'était plus de me dire, comment va être le site, rédiger les textes, faire les photos, tout ça. Imaginer le concept plus que vraiment faire de l'argent, quoi. Tiens, je te fais un cadeau. Ah, le screen. Ah, là, bah voilà. Non, mais ça, c'est même pas la première. Ah, si, c'est la première version. C'est la 24 avril 2013. Ouais. Bah, voilà. Je l'ai chopé sur Web Archive. Et je pense que quand je l'ai lancé, il n'y avait même pas de photos à la base. Il devait y avoir 3 photos. Voilà, on faisait même des biscuits sans texte. Donc là, je décris, elle regarde une photo que j'ai chopée sur Internet. Il n'y a que 2 parfums qui sont toujours... Où il y a la première version du site avec le logo, d'ailleurs. Ouais, le vieux logo. Ah, c'est incroyable. Si, je vais montrer après ça aux autres. Mais n'empêche, ça m'avait éclaté. Toutes les photos, c'est moi qui l'avais fait, tout ça. Je trouvais ça cool à l'époque. Hein. J'étais assez fière, quand même. Plus de photos sur notre page Facebook. Voilà. C'est génial. Ah oui, parce que là, c'était Facebook. Maintenant, c'est autre chose. On va en parler aussi. Ton copain, ta belle-sœur ou ton copain te fait le site internet et donc ça commence là. Bah oui, je peux les vendre. Et tu as vendu? Bah du coup, il me fait le site, en même temps je fais une page Facebook et du coup je partage sur mon Facebook parce que je n'en avais pas trop parlé, j'avais dû en parler à 10 personnes maximum, donc tout le monde super surpris, tout le monde partage, bravo Chanty, c'est génial et tout. Et je me rappelle que le premier jour, j'ai eu une commande et de quelqu'un que je connaissais pas. Ah. Et c'était incroyable de voir ça. J'avais une commande pour la fête des mères. Je sais pas trop ce que la femme elle avait dû taper exactement biscuit personnalisé fête des mères, je sais pas quoi pour me trouver. Et du coup, j'avais une commande le premier jour. C'était ouf. Tu plugues le site et le lendemain, tu as une commande. Ouais, non, le jour même, je crois. Le jour même, j'avais une commande de quelqu'un que je connaissais pas. Donc tu t'es dit la chance du débutant. Ah ouais, non mais je me dis bah c'est fou, quelqu'un l'achète. D'accord. Ouais, je me rappelle très bien. Elle avait pris des biscuits. Et là, à la rose. Donc tu bosses toujours dans la boîte de LED. Ah oui, là c'était en avril 2013 et je travaillais le mercredi et le jeudi.
Et après, ça a commencé, les commandes ont commencé à continuer ou c'est Voilà, ça s'est donc calmé j'ai eu de plus en plus de commandes, même si la croissance était assez lente. Hein. En 2013, entre avril et décembre, j'ai fait 6 000 euros de chiffre d'affaires. De mémoire. Oui. Voilà. Et bon, après, il y avait eu pas mal de mariages et c'est ça qui a fait que ça a marché. Enfin, du coup, que j'avais quand même assez grosses commandes. C'était mieux. Et du coup, fin 2013, ma boss me dit maintenant, on a besoin d'une personne à temps plein. Donc, c'est la rupture ou le temps plein, quoi. Et du coup, honnêtement, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et surtout que Chantilly Biscuit, bon voilà, je vendais un peu de biscuits, mais je pouvais pas du tout en vivre. Et en fait, elle me dit ça en décembre. Et moi, décembre, j'avais plein de commandes. Donc je me suis dit, bon, allez, on va quand même le tenter. Qu'est-ce qu'il y a plein Plein. Je sais plus. Ouais, c'est sûr. Je me rappelle, j'en avais un peu tous les jours. Enfin, je faisais des biscuits tous les jours, je crois, en décembre. Via le site, quasiment. Que le site. De toute façon, c'était que le site. Et ouais, et puis je me dis, je vais le regretter si je tente pas de le faire vraiment à 100%. Et du coup, j'arrête. Le mois de décembre, j'avais plein de commandes, donc j'étais hyper confiante. Je fais, c'est bon, ça va être la folie et tout. Et en janvier, j'ai eu 0 commande tout le mois de janvier, je me rappelle. Parce que je m'ennuyais. Tu viens de dire à l'époque Chantilly Biscuit. Il y avait déjà Chantilly Biscuit ? Tu avais déjà la structure ou le nom dans la tête ou, ça s'est toujours appelé Chantilly Biscuit. D'accord. Tu t'es pas dit à un moment, tu sais, à l'époque, surtout dans les années 2010, etc., on se disait, c'est bien d'avoir un nom de domaine qui comprend l'objet de la boîte. Tu t'es pas dit à un moment, biscuit personnalisé, je vais appeler ça... Non, en fait, moi, mon idée de départ pour le nom, c'était écris-moi un biscuit. Et en fait, j'avais demandé à un ami de mon père qui faisait le site internet de me faire un logo. Et il m'avait dit que tu devrais plutôt l'appeler Chantilly Biscuit. Et je me suis dit, alors en fait, j'ai demandé à 2-3 personnes et ils m'ont dit, ouais, vas-y, c'est cool. Et voilà. Et au final, j'ai bien fait. Ah oui. Surtout quand on tape Chantilly, tu maques quasiment les 3 premières pages. Et puis ça fait international, ça fait vraie marque plutôt que écris-moi un biscuit, ça aurait été trop spécifique. Ah oui, bien sûr. Elle est un peu cul. Surtout si tu veux le mettre aux États-Unis, donc ça va être un peu plus compliqué. Chantilly Biscuits. Ça sonne bien. Ok. Donc là tu commences à faire tes biscuits, tu commences à les vendre, tu les fabriques comment, tu as un seul parfum? Non, j'ai plein de parfums et j'en ai beaucoup plus qu'avant. Je pense que je devais avoir peut-être 18 parfums, quelque chose comme ça. Et du coup, je fais tout à la main. Donc, j'achète la farine, le sucre et tout. Je fais la pâte, j'étale la pâte au roule à pâtisserie, je découpe les biscuits, je tamponne, je fais cuire, j'emballe, je fais les colis, tout quoi. C'était génial. Donc toujours avec ton truc, et quand qu'est-ce que tu fais? Tu tamponnes, quand tu tamponnes pas droit, tu refais. Oui, tu refais. Et ils étaient pas emballés individuellement comme aujourd'hui? Si. Tu avais plusieurs options. Tu avais soit de les avoir en paquet, soit individuel. Dès le début, je les ai eu en individuel parce que pour les gens, pour les mariages et tout, il fallait. Donc tu avais déjà acheté une machine qui permettait de le faire? Ah non, on le faisait à la main. En fait, j'avais des petits sachets. Je mettais le biscuit dans le sachet, on soudait. Et je repliais la soudure et je mettais un sticker. Le truc de congèle, ça, c'était à la main. Le truc de la souder, quoi, la sous vide. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais même quand j'en parle aux salariés aujourd'hui, c'est fou, ils n'arrivent même pas à imaginer. Tu es chez toi, tu le fais où, à la maison? Ouais, dans mon appart. C'était génial. Tu sortais combien de biscuits à peu près? À la fin, toute seule, j'en faisais 400 par jour. Les derniers temps avant de 400 sortir. par jour? Ouais. Waouh. Ouais. Et c'est des plateaux de combien? C'était des plaques de 32 biscuits. Et en plus, je me rappelle, mon four ne cuisait pas uniformément, donc je mettais les biscuits dans le four. À mi-cuisson, je retournais les biscuits. Après, j'enlevais ceux du tour, je remettais, et il y avait... C'était, tu te faisais quoi, 10 cuissons par jour? Et quel est le temps de cuisson? C'était 10, 15... Ouais, plutôt 15 minutes, je pense. Ah, ça va. Oui, donc c'est... Ouais, mais par contre, je mettais une plaque à la fois, parce que sinon, ça cuisait pas bien, donc c'était long quand même. Donc là, ta mise de départ, finalement, c'est 5 € sur Amazon, ou je sais pas? Ouais, c'était ça. J'avais acheté l'emporte-pièce, les premiers ingrédients, et puis voilà. Les sachets. Mais après, vu que les gens, c'était compris dans le prix. Donc, Et là, tu étais toujours encore dans ta boîte. Tu n'avais encore pas lâché, enfin, plus ou moins. J'ai lâché en décembre 2013. En décembre 2013. Et quand tu as lâché, tu dis à tes copains, à tes parents, je vais monter un business, je vais vendre des biscuits. Je te dis ça parce que si tu viens me voir et tu me dis, écoute, si on est potes, tu me dis, tu sais quoi, je vais tout lâcher, je vais monter des biscuits. Je vais me dire, ouais, d'accord. Ouais, mais ça existait déjà. Vu que j'avais 6 mois et qu'il y avait des clients, tu vois, je me suis dit, c'est pas comme si je tente un truc, on ne sait pas si ça va plaire. Là, je me dis, il y a des gens qui en achètent, j'ai de plus en plus de commandes, on va voir ce que ça fait si je fais que ça, quoi. En fait, j'aurais pas lâché mon job toute seule si ma boss m'avait pas posé l'ultimatum.
Et donc, tu fais tes biscuits, tu fais tes 10 plaques, ça t'occupe la moitié de la journée. Ensuite, tu les emballes et ensuite, tu vas à la poste, tu fais quoi? Bah ouais, c'est ça. Je fais les colis, je vais à la poste, je fais les photos, je réponds aux mails. Donc, au final, ça m'occupait quasiment toute la journée. Bon, je me faisais toujours une pause un peu sport ou quoi à ce moment-là. 2014, c'était assez cool. Mais oui, ça me prenait tous les jours. Je me rappelle que je ne partais pas en vacances et j'acceptais pas les week-ends et tout avec les potes parce que je me dis, attends, mais si j'ai une commande qui tombe, je dois la faire. Eh oui. Ça me stressait. Aujourd'hui encore, tu reçois par exemple les commandes sur ton téléphone? J'ai l'appli du site sur mon téléphone, mais je vais pas voir en continu. En général, je vais voir le soir combien on a vendu, est-ce que les gens ont commandé, mais je me mets plus les notifs. Sinon, je fais que regarder ça. Ouais. Tu commences avec un four, tu fais tes 100 biscuits, tes 300 biscuits par jour, et ensuite ça commence à progresser. Ensuite, donc j'ai de plus en plus de commandes et jusqu'au jour, donc c'était fin 2014, début 2015, je me dis en fait si ça continue comme ça, je vais plus pouvoir faire toute seule. J'ai trop de commandes, j'ai plus de vie, tout ça. Et du coup, là, je m'associe avec 2 mecs qui étaient à Paris. Et c'était des mecs très profil finance, école de commerce, tout ça. Et pour qu'ils m'aident à passer l'étape supérieure, comment on recrute, comment on trouve un local, des financements pour trouver les machines, etc. Oui, parce que il faut le rappeler, donc tu sors de l'école, tu refais ta fac de maths ou peu importe, mais tu n'es pas vraiment... Ah bah moi, j'ai que... Non. Tu connais rien en comptable, tu connais rien en recrutement, etc. Tu as juste le produit. Voilà. J'ai juste le produit et des clients, quoi. D'accord. Et tes associés, ça, ce sont tes futurs associés. D'accord. Donc, tu les as trouvés comment? Donc, il y avait le grand frère de ma meilleure amie qui, lui, était expert comptable, gestion de patrimoine, tout ça. Et après, un pote à lui qui était à Paris. D'accord. Et ils te proposent, tu leur dis quoi? Je leur dis j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous voulez faire Chantilly Biscuit avec moi ou me donner un coup de main, quoi. Et du coup ils me disent oui. Et voilà, ils font partie de Chantilly Biscuit, je pense, en 2015. Et donc on fait tous les dossiers de financement pour avoir des machines, un local, tout ça. Donc mais avant ça, tu vas vite. Avant ça, tu leur proposes, tu leur dis j'ai Chantilly Biscuit, j'ai un truc qui peut être potentiellement un bon business. Vous voulez rentrer dans la boîte, c'est ça en fait? Tu leur proposes des parts? Ah oui, ils prennent des parts. Ah ouais, sinon il faut. Bien sûr. Sinon ils participent non, pas. Ils auraient pu parler. Et ils t'ont pris. Je sais pas ouais, je ne le dis plus maintenant. Mais ouais, ils ont pris beaucoup de parts. J'avais encore la majorité, mais ils prennent beaucoup quand même. Mais moi à l'époque, moi qui ne connaissais rien aux entreprises, aux parts et tout, je savais même pas ce que ça valait, ce que tu pouvais donner. Et moi j'avais juste besoin d'aide. Donc je me suis dit. C'est les seules personnes que je connais qui peuvent m'aider. Quoi qu'ils veulent, presque, je leur donne. Si ça me permet de me sortir de là. Même sans communiquer, ce que tu es en train de dire, ils ont pris beaucoup. Ouais. J'étais quand même majoritaire. Ils t'amenaient quoi? Donc, ils t'amenaient la connaissance, évidemment, du pognon. Les parts, ils les ont achetés. Bon, c'était la boîte valait rien à l'époque. Mais c'était surtout leur aide, quoi. Leur temps. Ouais. Donc, il y avait un expert comptable? Oui, et l'autre, c'était un mec qui a fait de la finance, quoi. Dans des grosses boîtes. Et donc, toi, tu avais ton bureau sur Marseille? Moi, j'étais toujours dans mon appart. Dans ton appart? Ah ouais, on est toujours dans mon appart. Et en fait, à ce moment-là, le truc qui était parfait, c'est que mes parents partent... Mais ils sont rentrés pour... Excuse-moi. Hein, Mais ils n'étaient pas dans l'opérationnel. Ils n'étaient pas là au quotidien. Je suis d'accord. Mais ils sont rentrés pour... Tu faisais quoi? Tu me dis 300-400 biscuits par jour. Ouais. Et ils sont intéressés vraiment early stage, quoi. Donc, vraiment... Ah ouais, ils ont cru au projet. Je pense qu'ils voyaient le potentiel pour le B2B. Et puis, même que déjà, ils étaient fans des biscuits. Ouais. Ils ont vu ce que j'ai fait toute seule, je pense, et ils se sont dit, peut-être que si je rentre, ça peut exploser, quoi. Et en fait, ce qui était génial, le truc de fou, c'est que à ce moment-là, mes parents partent pendant 3 ans en Afrique et ils me laissent leur maison. Et du coup, je récupère la maison, on vide tout le salon et la cuisine des meubles et on fait l'atelier de production en attendant de trouver un vrai truc. Moi, je vivais à l'étage, quoi. Mais ouais, je vivais à l'étage. Okay. Et du coup, ça m'a permis de ne pas avoir de loyer pendant 3 ans et de pouvoir avoir plus de place. Donc, on trouve à peu près 100 000 euros de financement entre crédit bail, prêt d'honneur, prêt bancaire, etc. Pour trouver des machines. Et le temps qu'on trouve le local et les machines, on bossait de chez mes parents. Et ma première salariée est venue bosser chez mes parents. Je crois qu'elle bossait avec toi. Elle bossait avec moi dans l'ancienne boîte. D'accord. Et quand on s'est dit qu'il faut qu'on recrute, moi, Chantilly Biscuit, c'était mon bébé. Je me suis dit, je veux pas prendre un inconnu pour faire ça. Je n'ai pas confiance, tout ça, d'avoir quelqu'un qui vient chez moi. En fait, c'est parce que surtout la personne venait chez moi quand même. Et du coup, il y avait cette fille qui bossait avec moi dans la boîte d'avant. On s'entendait très bien. On avait bossé 2 ans ensemble. Vraiment, on bossait pareil.
est très consciencieuse, très précise, manuelle, hyper sympa, mon âge et tout. Et du coup, je me suis dit, s'il y a une salariée, je veux que ce soit elle. C'est elle ou personne. Bon, de toute façon, tu sais quoi, c'est à peu près 1 euro le prix de vente du biscuit? Plus, c'était 1,20 €, 1,25 €. Oui, je pense que maintenant, ça a un peu changé. Mais... 300-400 euros par jour, entre 400-500 euros par jour de chiffre, c'est pas mal, quoi. Ouais, après, c'était assez saisonnier quand même. Oui, bien sûr. Mais oui. D'accord, c'était pas mal, quoi. Donc là vous bossez, tu la payes, évidemment. Ouais. Et là, tu restes donc chez tes parents. Mais là, vous aviez donc un four. Vous aviez un deuxième four. Un deuxième four et après un troisième four. À la fin, on a fini à 3 fours qui étaient en parallèle. Et à la fin, c'était le chaos. C'était vraiment le chaos. À la maison, le compteur électrique. On faisait couper les plombs, on sautait plein de fois. Hein. Le four a lâché. Mais cette période, j'ai un très bon souvenir de 2014-2015. Hein, quand on était chez mes parents, et c'était un peu. C'était vraiment la débrouillarde, quoi. La débrouillardise. C'était au début, tu fais ce que tu peux. Mais c'est vachement intéressant. Personne te connaît, donc t'as un peu rien à perdre non plus. Mais tu sens que ça marche, t'as de plus en plus de commandes, mais t'es un peu dans l'émulation tout le temps. Donc, oui. Moi, je le vois, je l'ai vécu quand on a monté la boîte il y a longtemps, en 91. On faisait du mailing. Enfin, on faisait plein de choses, mais on faisait entre du mailing. Et puis, moi, j'avais des clients qui me disent, il faudrait mettre sous pli 10 000 enveloppes, 10 000 papiers. Et j'avais pas de machine, j'avais rien. On les pliait avec ma mère, mon père, etc. C'était sympa, quoi. J'en pouvais plus, mais oui, c'est rigolo. Ah ouais, moi j'ai adoré cette période. Oui, c'est rigolo. Très bon souvenir. Et donc là, tu as ta salariée, vous faites vos biscuits, mais parallèlement, si tu montes un four, 2 fours, 3 fours, c'est que tu as de plus en plus de commandes. Eh oui. Comment tu gérais? Enfin, tu arrivais toute seule à le faire parce qu'il fallait que tu t'interrompes pour aller à la poste et tu avais des... Du coup, on a quand même géré un bon moment. Même si, en fait, ce qui était compliqué, c'était qu'en parallèle, moi, je faisais tous les trucs pour aller chercher les machines, les financements, tout ça. Donc, il y avait des journées entières où je n'étais pas là, enfin, des matinées entières. Et du coup, quand on a eu des grosses commandes à gérer, je faisais venir des potes. Hein. Des potes qui faisaient de l'emballage. Même à un moment donné, je pense elle était plus que... Ouais, je devais avoir 2 potes qui devaient venir peut-être 1 ou 2 jours par semaine chacun, plus d'autres... Payés ou... Oui, payés. En biscuits. Ça dépendait. Non, mais après, j'avais des copines qui voulaient juste venir m'aider. Non, mais moi, je veux pas que tu me payes, je veux juste t'aider et me dire que j'ai un peu aidé Chanty Biscuit à un moment donné. Et tu les vois toujours? Ouais, il y a une copine. Ils doivent être hyper fiers. Ah ouais, mais elles sont là, c'était fou. Je me rappelle quand on était chez tes parents et tout. C'est des bons souvenirs. Et là, dans le salon de tes parents, tu n'avais pas encore de machine vraiment, quoi. Ah non, c'était le four. Par contre, vous cherchiez, vous étiez en train de... Ouais. Et avec les associés, donc. Ouais, parce que du coup, on s'y connaissait pas. Et puis même entre le moment où tu trouves et le moment où tu la reçois, tu as quand même 2 mois en général. Donc, je me rappelle, en mi-2016, on a déménagé en juin 2016. Donc, on a dû acheter toutes les machines, je pense, en avril ou mai. En juin 2016, on déménage dans notre premier atelier de production qui était à Pertuis, qui faisait 170 mètres carrés. Donc, tu avais 100 mètres carrés pour la prod et le stock et 70 mètres carrés de stockage et de bureau aussi, quoi. Mais c'était tout petit. Enfin, sur le coup, ça me paraissait grand. Je me rappelle quand on y est arrivé, on se disait, on va avoir beaucoup de place. Et à la fin, c'était le carnage. C'était encore pire qu'à la fin chez mes parents. Parce que là, comment tu sources une machine? Comment tu vas chercher? Parce que du coup, on trouve sur Internet des distributeurs. On va les voir. C'est des mecs qui font des biscuits, quoi. C'est pas des Non, c'est des mecs qui revendent des machines. Mais pour faire le biscuit, pas pour l'écrire. Ah oui. Ah non, c'est des machines standards. Parce que du coup, moi, je suis allée voir les mecs qui vendent les machines de biscuiterie. Et c'est les fours, tout ça. Et le mec me dit, non, mais de toute façon, ce que vous faites, ça n'existe pas. Vous pourrez jamais faire des volumes. Enfin, y a pas. C'est impossible. C'est impossible. Et moi, je me dis, non, mais de toute façon, j'ai des commandes. Je vais pas m'arrêter là. J'ai des commandes. Faut qu'on trouve une solution. Et au final, on a acheté des machines standards et on faisait la personnalisation à la main, comme je faisais au début. Aujourd'hui, tu as des machines? Ouais. Donc ta machine... c'est toujours les mêmes. Hein. D'accord. Ah oui, c'est toujours la même. Toujours les mêmes. Et après, on a créé un truc sur mesure, mais ça, on l'a fait en 2017. Mais c'est des machines classiques. Le message, là, je vois par exemple... Ouais. C'est quelqu'un qui l'a tamponné à la main, ça. Ah, tu n'as pas un ordinateur qui calcule... Ah non, mais j'aimerais bien ça. Mon rêve, c'est que la commande passée sur Internet va direct dans la machine met les lettres et tamponne le biscuit. Mais c'est... Ah non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est dans... Il faut que je fasse une bonne levée de fonds avant de pouvoir faire ça. Moi, je pensais que ça pourrait exister. Non. Après, il y a plein de trucs qu'on a automatisés, entre guillemets. Et sur les grosses commandes, on a réussi à faire un process qui permet de tamponner les biscuits. Mais les petites commandes, c'est fait à la main.
L'accélération que tu demandes avec tes associés, donc c'est essentiellement pour la production des biscuits. Bah oui. En fait, c'était le problématique. La problématique, c'était comment on va faire les biscuits. Voilà, tu n'es pas arrivé à accélérer le processus de personnalisation. Ah non. C'est pour ça que je crois qu'il me semble que à un moment, tu as doublé la quantité minimum. Parce qu'après, ça devient trop compliqué. Ouais, ça, on l'a fait en 2017. Et on a doublé le minimum de commandes. Et on a viré plein de parfums aussi. Tu fais aujourd'hui combien de biscuits à peu près par jour ? Aujourd'hui, on produit entre 5 et 15 000 biscuits jour. Et ça fait à peu près combien d'envois par jour ? Tu te déplaces, là, tu as la poste qui vient tous les jours ? Ah, on a la poste qui vient tous les jours. Même là où on était à Pertuis, la poste venait tous les jours. On a une ramasse. D'accord. Ouais. Donc, tes 3 fours, ta maison. À un moment, tu vas... Puisque tu dis en 2016, je crois que tu changes c'est un déménage. Voilà, tu déménages. Mais déjà, à la maison, tu pousses les murs. Ah ouais, la maison, il y avait plus. C'était tout dans le salon, quoi. T'avais tous les cartons, les bulles. Tu as toujours qu'un salarié, quoi. Ouais. Voilà. Ensuite, tu switches sur un entrepôt qui était où à Pertuis. À Pertuis, donc 2016. 2016. Ouais, du coup, on déménage et après, on a recruté une chef de production. Donc là, le but, c'était que moi, je fasse plus de biscuits et que je m'occupe du tout le reste et qu'on prenne quelqu'un qui a déjà fait de la prod et puis qui puisse gérer ça, quoi. Et du coup, elle arrive en septembre 2016 et à ce moment-là, je fais encore un peu de biscuits, mais beaucoup moins quand même. Et puis du coup, l'idée c'est que toi perso. Ouais, moi perso. Moi, je pense que j'ai vraiment arrêté de faire les biscuits en 2017. Et voilà. Donc là, l'idée c'est que je lui donne les commandes et elle après elle gère tout, tu vois. Le stock, quelles commandes on fait, quel jour, tout quoi. Et au niveau de tu as quoi ? Enfin, je sais pas faire un biscuit moi, mais tu as un pétrin, tu as quelque chose ? Ouais, c'est ça. T'as un sorte de, ouais, on peut dire nous on dit ça s'appelle un batteur, mais c'est comme un pétrin. Enfin, tu mets la pâte, ça mélange. Après, t'as une machine qui découpe les biscuits. Ensuite, t'as le four et t'as la machine qui emballe. D'accord. Et entre ça, c'est un tapis. C'est quoi ? C'est un tapis ? Ah non, t'as que des étapes manuelles. Tu mets les plaques, tu dois enlever les plaques du four, prendre les biscuits de toutes les plaques, les mettre dans la machine, réceptionner à la fin. Non, c'est très très manuel. Et ça a évolué, c'est-à-dire que le packaging, l'emballage. Le biscuit a évolué, ça je l'ai vu. Le biscuit est plus beau. Ouais. Est plus beau qu'avant. Il est bon aussi, mais je vais le goûter tout à l'heure, mais il est bon. Il a toujours été bon, mais il est meilleur. Le packaging a évolué, parce que du coup maintenant c'est une machine qui emballe, donc en fait on a le sachet qui est soudé des deux côtés, on a la date, et maintenant on a encore une nouvelle machine, mais je pense que là c'est les biscuits parce que du coup on est sur les deux machines en même temps. Et la nouvelle machine, t'as les ingrédients sur le sachet, et la soudure le biscuit est bien plus ajusté, et la machine est plus performante. Parce que celle-là elle est tombée en panne des millions de fois. Tu as du backup ? J'ai envie de la brûler. Tu as du backup ? C'est-à-dire que si elle tombe en panne, tu as une deuxième, tu as quelque chose ? Ah bah non, ça c'est des machines. La machine de l'époque, c'était une low cost, on va dire, qui nous a coûté genre 30 000 €. La nouvelle, elle vaut 120 000. Ah oui. Et non. Mais elle tombe en panne. Du coup, j'ai 2-3 mecs qui font des réparations et qui venaient des fois à 23h changer une pièce. Même aujourd'hui, j'avoue, c'est le gros. Moi, c'est un peu mon angoisse, c'est à chaque fois qu'il y a une machine qui tombe en panne. Ça arrive. Dans l'imprimerie, on dépend des machines. On dépend de l'ordinateur. T'as une coupure une fois, on a une coupure d'électricité, tu peux plus rien faire, quoi. Allez, on a tout jeté. La pâte, elle dure combien de temps Comment ça ? En fait, la pâte, dès qu'elle est faite, il faut l'utiliser tout de suite. Ah oui, voilà. Ah ouais, il n'y a pas d'attente. Ouais. Tu as dit parfum, donc... Tu fais la pâte, tu la passes direct au tamponnage cuisson et t'en refais une, mais... Et à l'époque, quand tu crées ton truc, ça commence à prendre de l'ampleur, donc tes 3 fours, ta maison ou ton entrepôt, etc., il y a un moment des questions de... Enfin, moi, j'ai visité il n'y a pas très longtemps l'usine Panzani. Je leur ai posé des questions sur l'hygiène. C'est vachement intéressant d'ailleurs de voir Panzani, mais c'est des pâtes sèches, donc il y a pas de bactéries, etc. Toi, c'est quelque chose, tu as des œufs, quoi, donc c'est un problème, Ah non, c'est pas. Après, le biscuit, c'est un produit où il y a très peu de risques alimentaires parce que c'est cuit et c'est sec. Donc en fait, nous, on n'est pas du tout dans la catégorie pâtisserie, on est vraiment biscuiterie, biscotte et pâtisserie de longue conservation, donc c'est d'autres normes. Et c'est assez light en termes de normes parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques, mais du coup, là, on est. T'as plein de contrôles. Hein. T'as même détecteur de métaux à la fin. Ah oui, voilà, d'accord. Mais ça, on l'a tout mis en place ici, quoi. Parce que il me semble que j'ai vu sur le site internet qu'il y avait 2 mois de DLC, je crois à peu près. Enfin, c'est même pas une DLC, c'est une DLUO. Voilà. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il est un peu plus dur, quoi. Donc. Ouais, après c'est plus une question de goût que de risque. Ouais. Parce que moi j'avais remarqué, enfin,
petit concurrent à toi, mais vraiment très petit, Spéculoos. Donc, Ridicule. voilà. Non, mais même le Spéculoos, j'en avais acheté et tu les laisses 3-4 mois et ça s'humidifie dans le sachet. Quoi. D'accord. Ouais. Ah bah nous, surtout qu'il y a du beurre et des œufs, il n'y a pas de conservateur, donc c'est sûr qu'ils tiennent relativement pas longtemps. Mais bon, 2 mois pour nos clients, ça suffit. Bon. Tes associés donc t'amènent donc du financement, vous commencez à acheter des machines, ça se passe bien et qu'est-ce qui se passe après ? Après ça se passe plus bien. Au bout d'un moment on s'entend plus, je pense que ça devait être fin 2016, surtout parce qu'ils étaient pas dans l'opérationnel et ils se rendaient pas forcément compte de ce qui se passait sur le terrain et du coup il y avait, on s'entendait plus quoi. Et du coup même sur la vision de la marque on n'était pas alignés du tout. Et du coup j'ai décidé de me séparer d'eux, c'était très long et la boîte a failli s'arrêter plein de fois. Moi, j'étais arrivé au stade où je dis c'est soit. Vous aviez des clashs au téléphone avant Ouais. Après, il y avait des moments. En fait, on s'énervait très souvent, quoi. Ouais, puis tu étais d'accord sur rien. On s'énervait très souvent et puis à la fin, j'ai dit j'en ai marre. C'était quand même ma boîte au départ, donc si j'en fais plus ce que je veux, j'ai plus envie, quoi. Et du coup, je leur ai dit moi, je vous propose tant pour racheter vos parts, soit ça, soit j'arrête la boîte. Et du coup, ils n'ont pas voulu. Et bref, on est rentré dans des mois. Mais c'était la négo, c'était genre j'arrête la boîte, ou tu t'es dit vraiment si ça suffit, j'arrête quoi. Si ça se fait mais moi, j'étais prête à arrêter. J'étais vraiment prête à arrêter. Et je pense que je sais pas si j'aurais vraiment arrêté quand même. Au fond, je sais pas. Et moi, c'est plutôt pour les salariés qui étaient là. Je me dis, j'ai quand même 2 filles qui bossent pour moi, dont, une qui a vraiment quitté son travail pour venir, que je suis allée chercher. Et je me dis, je peux pas lui dire j'arrête. Je me dis, limite, je préfère souffrir en silence. Mais bon, j'aurais pu arrêter. Et au final... Donc, tu leur proposes une somme ? Ouais, en fait, c'est eux qui me disent, on veut tant, quoi. D'accord. Et c'était exorbitant, c'était exorbitant. Ouais. Et même, moi, j'avais pas d'argent, donc je dis, non. Et en fait, je fais partie de The Family, qui est un accompagnateur de start-up à Paris. Et c'est eux qui nous ont aidés à trouver le terrain d'entente. Et j'ai racheté 3/4 de leur part. Donc, ils ont toujours des parts. Et, il y a combien de temps, ça ? Ça, c'était, je pense qu'on a signé les papiers mars 2017. Oui, donc ils sont restés... Ils sont restés, 1 an, je pense. D'accord. Ouais. Et donc là, tu payes encore, forcément ? C'est de l'argent que mes parents m'ont avancé et que je leur dois toujours. D'accord, oui. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu mes parents, la boîte était morte, parce que j'aurais pas pu racheter. Bon, maintenant, tu es l'unique Bisqueen, donc c'est quand même mieux, quoi. Ouais. Plus de nouvelles ? Enfin, tu n'as pas eu de... Je les ai jamais revus en vrai. Il y en a un des deux qui m'envoie des messages de temps en temps. Je pense qu'il veut revenir. Il y en a un qui était plus con que l'autre ou il y en avait un avec qui c'était la guerre. Et l'autre, c'était un peu entre deux, quoi. Et on verra maintenant. Mais... Je voudrais qu'on parle de The Family et de la levée de fonds. Donc, The Family, c'est un accélérateur. Ils prennent en général entre 1% jusqu'à 5 ou 7%, je crois, du capital. Ils prennent un pourcentage de part et en échange, on a accès à leur Explique réseau. Alors en fait, c'est un sorte d'accompagnateur de start-up, mais pas dans le sens où tu rentres, tu fais un programme et tu sors, ou tu n'as pas de formation. Et ce que j'aime bien avec eux, c'est que c'est vraiment un suivi personnalisé. Donc en fait, tu donnes ta problématique et ils t'aident à la résoudre. Et du coup, tu avances comme ça avec eux et c'est chacun un suivi personnalisé, quoi. Mais c'est une hotline c'est-à-dire qu'ils sont là à différents moments de ta boîte ? En fait, ils ont un lieu physique. Déjà, moi, quand j'allais à Paris, j'allais bosser là-bas. Déjà, ça me faisait ça. Et après, tu as un Slack. Donc, tu as une sorte de messagerie. Voilà. Et tu as ta chaîne Slack, tu as la chaîne Chanty Biscuit où tu as toutes les équipes de The Family. Et du coup, moi, je mets, par exemple, si j'ai une question, si j'ai un truc, et quelqu'un me répond, ils me mettent en relation. Et puis après, tu as aussi tout le réseau des startups. D'accord. Au final, donc ils en ont pas mal, je crois, il me semble. On sait pas combien, mais je pense 200-300, je pense. Mais tu es en relation directement avec Alice ou avec Oussama La personne que je rencontre, c'est Balthazar, c'est un des partners. Et puis après, c'est Oussama qui m'a résolu le problème des associés. D'accord. C'est vraiment de famille, c'est-à-dire que tu rencontres le boss, l'un des boss, c'est vraiment le truc cool. J'y suis allée, je les ai rencontrés, puis ils m'ont dit, si tu veux, tu fais partie de The Family. Ok. D'accord. Ils ont pris des parts, donc. Ouais, mais ils les prennent pas tout de suite. Je les ai rencontrés, je pense, en 2015, quand j'étais encore dans mon appart. Et ils ont vraiment pris les parts au moment où les associés sont rentrés. Sont sortis. Ils prennent des boîtes matures ou ils prennent que des boîtes... Après, moi, ça fait longtemps. Donc maintenant, aujourd'hui, je sais pas quelle est leur stratégie. Mais moi, à l'époque, ils sont rentrés quand je faisais 30 000 euros par an, quoi.
On fait une avance rapide justement sur la notoriété. Est-ce qu'ils t'ont aidé par le réseau startup? Est-ce que ça t'a fait des clients? Ça t'a fait, Après, moi, je les ai pas beaucoup sollicités en vrai. Moi, je regardais les vidéos sur YouTube, donc j'étais trop fan. Je me disais, mais j'adore. En plus, je connaissais rien aux startups, au business, tout ça, donc ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a fait rencontrer plein de gens. Alors pour ceux qui connaissent pas, ils ont une chaîne qui est super, qui s'appelle Coup d'État. Oui, il y a Startup Food aussi. Moi, c'était ça que j'avais. C'est leur chaîne YouTube, Startup Food. Alors que je suivais. moi, c'est les podcasts. Et après, il y a eu Coup d'État. Ouais. Mais Coup d'État, je l'ai pas suivi. Enfin, j'ai écouté les podcasts, mais. D'ailleurs, j'ai fait le podcast Coup d'État. Oui. non, mais c'est vrai. Enfin, il y a une trentaine ou une vingtaine de trucs. C'est bien fait, quoi. Oui. Donc, il y a ce réseau. Ouais. Ça t'aide, donc voilà, tu montes régulièrement sur Paris, à des rencontres, je pense que la première année, j'ai dû leur parler, mais genre 2 fois, parce que j'étais trop dans mes problématiques de production, d'opérationnel. Et ensuite, à partir de 2016-2017, je monte régulièrement à Paris et je bosse de chez eux, du coup. La levée de fonds, à quoi elle t'a servi, à quoi elle te sert? Alors, 2017, on participe au salon d'Instagram. Et que Instagram fait à Paris pour la première fois. Et là, c'est là où je sors un peu de l'ombre, on va dire, qu'il y a eu pas mal de presse, notre compte Insta commence à grandir, les stories arrivent sur Insta, donc on va dire que je commence à me faire connaître et la boîte commence à tourner. Mesdames, messieurs, 83 300 fans ce matin. Aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui. Et en 2017, je me rappelle, j'ai passé les 10 000 juste avant le salon d'Instagram, j'ai passé les 10 000 le 16 juin 2017. Elle va nous faire pas à pas comment on est arrivé à 83 000. Et du coup, 2017, on a de plus en plus de commandes. Et à la fin de l'année, je me rends compte déjà que notre atelier de prod est trop petit. Il nous faut un deuxième four, on n'a pas de place pour le mettre. Et aussi, on a des clients qui nous demandent un plus petit format de biscuit. Et du coup, pareil, il nous fallait des nouvelles machines, on n'avait pas la place. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut un plus gros atelier de prod, il faut de nouvelles machines. Et il faut aussi que je recrute des profils plus seniors pour m'accompagner. Sauf que ça demande des financements. Et je pouvais pas... il fallait que je fasse une levée. donc le petit biscuit, c'est pour attaquer quoi quand même? À la base, c'était pour le marché du café. Mais au final, on le vend pas que pour ça, quoi. Le marché du café, genre... l'accompagnement café. D'accord. Ouais. Oui, d'accord. Mais oui, ça te permet de rentrer dans des restaurants, peut-être dans des hôtels, ce genre de choses, quoi. Ouais. D'accord. Et donc, ça y est, c'est lancé? Ah oui, depuis janvier. Et le message est plus petit? Il y a moins de lignes? Il y a 3 lignes toujours. Et au lieu d'avoir 12 caractères par ligne, tu as 10. Donc au final... Ça me fait marrer quand même ces histoires de caractères, parce que tu sais, quand je vois tous les on va en parler d'Insta, mais c'est presque un Twitter, quoi. Oui. C'est vraiment, mais la contrainte devient un jeu. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Je vais goûter le biscuit au chocolat là, qui me fait de l'œil, on va entendre le bruit. Donc, levée de fonds pour acheter une nouvelle machine, pour attaquer un nouveau marché. Et tu le fais comment? C'est en fait, tu t'adresses à un cabinet ou c'est The Family, j'en parle à The Family, qui me mettent en relation avec 2 mecs qui font des levées de fonds, qui s'en occupent avec moi, quoi. Enfin, qui m'aident, qui me font le pitch, qui me font le business plan, qui me font les intros. Moi, je viens au rendez-vous et puis après, je dis oui ou non, quoi. C'est dommage parce que le message, c'est Cruge la vida. J'arrive pas à lire. Cruge la vida. Cruge la vida, Happy Yugi. Mais on ne comprend pas tous les messages. Celui-là, tu peux comprendre, tu vois. Oui, petit con, je comprends. Après, ça, c'est des mariages, baptême. Même hier, le message, hier, on m'a porté un message sur mon bureau d'une boîte super sérieuse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y avait marqué de l'au-delà à l'infini, enfin le truc de Toy Story. Même ça, je pense que vous avez déclenché en fait un nouveau système de messages. De com, exactement. Voilà. Donc, tu as levé de fonds. Ouais. On a déménagé ici à Vitrolles. On a fait beaucoup de travaux, quasiment toute la levée. Enfin, il y a au moins 500 000 € qui sont passés dans les travaux. Donc, travaux machines. Je crois que tu as Philippe Bloch, il me semble. Dans les investisseurs, j'ai Philippe Bloch. Il y a aussi Séverine Grégoire, que tu pourrais interviewer. C'est mon showroom avec une copine qu'elle a revendu à Casino, 42 millions d'euros. Et après, elle a remonté une autre start-up qui s'appelle Mes Docteurs, qu'elle a revendue aussi l'année dernière. Tu la connais? Ah oui, elle est dans mes investisseurs. Donc là, vous êtes combien de personnes? Dans l'équipe, maintenant, on est 15. Ah oui. Non, mais à chaque fois que j'écoute un podcast, vous avez 2 personnes de plus, un local de plus. Oui. Le dernier podcast, il a au moins 6 mois. Donc. Bon, est-ce que tu peux garantir à mes auditeurs, s'ils sortent dans 1 ou 2 mois, que tu n'auras pas un local de trop, que mon truc ne sera pas obsolète? Non, peut-être que l'année prochaine, j'aurai une boutique, on ne sait pas. À New York, au hasard. À Paris, déjà Paris. Bon. On va parler du Chantier Motel aussi. À quel moment, depuis 2013, tu t'es dit, finalement, du petit truc qui va être un biscuit, j'ai un carton dans les mains? Je pense 2017.
Je pense que ouais, on a passé un cap en 2017. Ouais, il y a eu plusieurs déclics, notamment quand j'ai participé au salon d'Instagram. En fait, donc Instagram organise le premier salon qu'ils faisaient dans le monde à Paris. Et en fait, l'idée c'était de faire de faire venir 50 instapreneurs, donc des business qui se développent grâce à Instagram, et aux gens de venir voir les business les voir en vrai, ce qu'ils suivent sur les réseaux, quoi. Et du coup, j'ai fait partie de la sélection. Et là, je me suis dit, mais j'étais à côté de Slip français, Chocolat Français, de grosses boîtes, quoi. Et là, je me suis dit, en fait, je suis à leur niveau, quoi. Enfin, j'ai été choisie à côté d'eux, quoi. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que c'est. Enfin, s'il y a Instagram qui croit, Instagram lui-même, qui croit en Chantilly Biscuit, peut-être que quand même. Après, c'est les chiffres. Enfin, c'est les chiffres. Moi, j'ai quand même halluciné quand j'ai vu. Alors, si tu veux, j'ai remonté. C'est compliqué avec l'iPhone de remonter. Mais tu remontes sur. T'as des posts à 30. Après, je crois qu'il y a un post en 2000, je sais plus quoi, 2015 ou 2016 qui balance 150 likes. Et après, ça monte. Ah oui. Mais entre les stories, oui. Ce matin, je regardais 300 commentaires sur des trucs. C'est incroyable, quoi. Ah ouais, non, mais il y a des posts. Il y a des posts qui ont fait des petits buzz. Moi, c'est quelque chose dans mon métier, dans l'imprimerie, qui me fait souffrir parce que nous, on n'a pas un métier qui buzz au niveau des trucs. Tu vois, moi, comme on pourrait, moi, on me compare, mais quand on parle par exemple de l'imprimerie, forcément, on pense à Vistaprint. Et même Vistaprint, qui est une boîte mondiale côté en bourse, ils font des likes, ils font des trucs, 30 likes, 40 likes, ça buzz pas en fait. Donc, parce que c'est pas un produit. Mais toi non plus. Après, nous, on a un produit unique aussi. Non, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas le biscuit. C'est ton message, c'est toi. Ah oui. Voilà, parce que je pense c'est que la moi, marque. parce que tu peux, si demain Speculoos ou Lu sort un truc comme ça, bon, s'ils le font vachement. Ah oui. Moi, même, ce qui m'intéresse dans le business, c'est la marque. C'est pas le chiffre d'affaires. C'est ça qui me. Et ça, c'est vachement intéressant. Et c'est ça aussi, je pense que les gens sentent sur Insta, c'est que sur Insta, je suis pas là à leur pousser les ventes, acheter les biscuits, machin. C'est juste venez rigoler avec moi, quoi. Et même c'est ce qu'on a fait dans le pop-up. C'était pas du tout un pop-up où les gens venaient acheter, c'était un pop-up où les gens ils venaient s'amuser, quoi. Je suis désolé, mais vas-y, je mange. C'est obligatoire comme ça, je sais. Non, mais c'est très bien. Tant que c'est des biscuits, tu peux manger. Je reviens plus sur la marque plutôt que le chiffre d'affaires. Largement. Ça parce que moi, je vais faire plus attention, tu vois. Je sais pas si je devrais dire, mais au like qu'on va faire sur un post plutôt qu'au chiffre d'affaires du jour, tu vois. Enfin, c'est sûr que c'est important de vendre, etc. Mais c'est pas ça qui me fait vibrer, quoi. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est les commentaires des gens sur Insta. C'est de voir que machin a annoncé sa grossesse sur les biscuits, mais après qu'on ait fait... le chiffre en soi, ça m'est égal, quoi. Et ça, c'est un truc, c'est bien d'avoir cette notoriété. Moi, c'est un truc qui m'aurait fait vibrer, quoi. Donc, bon, ça arrivera peut-être, hein, mais voilà. Tes vecteurs de vente, c'est quand même quoi? C'est surtout Insta? C'est surtout Instagram, oui. Mais j'ai remarqué même plus que le SEO. Oui, je pense que les gens qui nous commandent des biscuits, c'est soit qu'ils suivent sur Insta, soit qu'ils ont eu un biscuit en vrai. Ou ils ont entendu parler, quoi. Mais c'est les deux choses. Mais quand on n'est pas dedans, on s'imagine que le biscuit, tu vois, je te l'achète, je l'offre à un anniversaire, ça s'arrête là. Mais en fait, ce biscuit, il fait des petits. Ah bah oui. C'est ça le truc. Et c'est ça l'idée qui est géniale, quoi. Non, mais c'est ça l'idée qui est géniale. Parce que tu te dis non, mais à n'importe qui, quand tu vas parler du truc, tu vas dire ça, elle fait un biscuit, c'est dans un placard, terminé, on va les bouffer au café, c'est terminé, quoi. C'est ça qui est incroyable, quoi. Ah non, et puis du coup, les gens qui les offrent, en plus les autres, la personne qui reçoit dit mais c'est vrai que pour cette occasion, machin. Et quand t'as un mariage, t'as tous les invités qui voient les biscuits, au final, ça te fait déjà, t'es sûr d'avoir une commande d'un des invités. Et puis ça se propage comme ça, quoi. C'est pour ça qu'on a une croissance organique, parce que les gens les offrent et voilà. Ouais, parce que quand je te parle des SEO, effectivement, il faut peut-être que je l'explique. Le SEO, c'est le référencement naturel, le Search Engine Optimization. C'est vrai que tu es quand même beaucoup plus axé sur Insta. Facebook aussi un peu, non? On a une page Facebook, je pense qu'on a 15 000 personnes qui suivent, mais t'as pas... du coup, je poste aussi dessus, mais t'as pas la communauté. T'as pas l'esprit communauté. Tu postes en autopost ou tu le... Enfin, je veux dire, c'est le même. Après, il y en a... En fait, c'est le même post. Après, je poste pas tout ce que je poste sur Insta. Parce qu'il y a des trucs qui sont... vraiment pensés pour nos délires sur Instagram, que les private jokes avec nos abonnés que sur Facebook il y a pas. Mais après sur Insta t'as vraiment une communauté qui se crée, t'as un lien avec les gens que t'as pas sur Facebook. Facebook c'est comme c'est un panneau de publicité, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a cette histoire de message qui est quand même incroyable. J'en ai quand même relevé quelques-uns. Qu'as-tu choisi? Qu'est-ce que j'ai choisi? Alors d'abord, ce qui m'a fait marrer, c'est vachement audacieux. C'est tu balances
enfin, moi j'appelle ça du topping, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ah, je sais ce que tu vas dire. Moi, je suis restaurateur. C'était le biscuit polémique, celui-là. Ah ouais, non, mais moi j'ai trouvé ça. Je crois que c'est le premier que j'ai vu. D'abord, il attire l'œil. Il attire l'œil. Alors pour l'expliquer, le topping, c'est du coulis en fait. Ouais, c'est du coulis de fruits rouges. Mais non, en fait, mais c'est même pas ça. C'est du vernis à ongles. Ah oui. Donc il y a des biscuits qui sont un peu badigeonnés de vernis à ongles apparemment, et il y a marqué quelqu'un un tampon, c'est ça? Ah oui, parce qu'en fait moi j'ai eu l'idée du biscuit pour demander un tampon, et du coup après je suis partie dans mon délire de mise en scène et je me suis dit je vais verser du vernis à ongles rouge pour faire pour mettre le décor, le contexte. Et en fait c'est ça qui a choqué. Si j'avais pas mis ça, ça aurait pas choqué. Tu hésites sur des messages? Maintenant non. Avant j'hésitais et maintenant j'y vais. T'as pas peur de parler d'une communauté, d'un truc Bon, après, il y a certains trucs dont je parle pas. Mais non, mais je parle pas de religion, de choses comme ça, mais d'un truc de stigmatiser. Je sais pas, t'as pas peur qu'on te dise un truc, voilà. Bah après, on sera jamais vulgaire ou trash ou quoi. Je fais attention à ce que je dis, c'est sûr, mais après, ce que je dis, c'est des choses que je pourrais dire en vrai, de toute façon. Je vais pas dans des trucs. On va pas chercher le buzz par la provoque, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais je pense que, tu vois, on s'est vu pour la première fois, mais moi je te connaissais parce que j'ai vu des vidéos. Je pense que Shanti peut pas exister sans toi, et tu es vraiment Shanti, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un truc. Ah bah, il y a une pêche. Le meilleur compliment qu'on peut me faire, c'est t'es la même en vrai que sur Instagram. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui sont venus au pop-up qu'on a fait là. Ah, ça fait trop bizarre de vous voir en vrai, mais j'ai l'impression qu'on te connaît, que j'ai l'impression de te voir tous les jours. Mais c'est ce que je t'ai dit, tout à l'heure. C'est trop marrant. En arrivant, quoi. Voilà. Donc les fameux commentaires, enfin les fameux trucs que j'ai remarqués, les messages. Alors celui-là, tu l'as cité toi, c'est je te quitte connard. Ouais, c'est notre incontournable. Alors ça, c'est vraiment. C'est un vrai, hein. En fait, non. La vraie commande, c'était je te quitte. Ouais. Et du coup, nous, ça nous a fait délirer parce qu'à ce moment-là, on avait que des commandes de je t'aime, tout ça. On s'est dit, franchement, la fille, elle va quitter les biscuits. Enfin, elle va quitter son maître sur les biscuits, c'est génial. Et du coup, on s'est dit, elle aurait dû mettre je te quitte connard. Et je pense que c'est un des premiers biscuits, peut-être même le premier, que j'ai fait juste pour Instagram. J'ai pas pris une commande en photo, on l'a créé pour Insta. Et là, on a eu plein de reposts. Enfin, franchement, ce biscuit, c'était la folie ce moment-là. Et je l'ai reposté, je pense, 2 ans après, et toujours même buzz. Il est sur notre site. Et il y a même une fois un directeur il y a un hôtel 4 étoiles à Paris qui m'appelle. Oui, notre directeur est tombé sur votre site. Il a vu le biscuit je te quitte connard. Il s'est dit, il faut absolument qu'on la rencontre. Ouais. Et c'est devenu notre iconique, quoi. Bûche-toi le cul. Ouais, pour Noël. C'est bien. Je lance le biscuit contraceptif. Ah, mais ça, je pense, c'est le post dont je suis le plus fier. Ouais. En fait, je t'ai bousillé avec des miettes. C'est pas grave. En fait, la difficulté sur notre compte Insta, c'est d'arriver à faire des messages toujours inattendus pour toutes les situations, genre fête des mères, Noël, tout ça. Et c'est dur de trouver un truc qui a pas été fait partout, quoi. Et du coup, c'est des vrais défis. Donc c'est pour ça le bûche-toi le cul, c'était à Noël. Et en fait, maintenant on a, enfin tous les 1er avril, je suis obligée de faire un biscuit blague, quoi. Donc en 2017, j'avais trouvé sur internet, je trouve que c'est un vrai truc qui existe. C'était un truc pour personnaliser ton steak, et du coup j'avais fait on va faire Shanti beefsteak. C'était très marrant. Et l'année dernière, c'était rigolo quoi à faire. C'était rigolo. Ouais. Et il y avait des gens qui disaient ah les véganes là, vous allez pas faire ça. Bref. C'est une blague. Et ensuite, en 2018, vraiment un des posts dont je suis le plus fière, on a lancé le biscuit contraceptif. Ouais. Et donc en fait, on a fait croire qu'on avait une boîte de 28 biscuits du coup. Et en fait, chaque jour, tu prenais ton biscuit dans lequel il y avait la pilule avec un message rigolo. C'était genre les enfants, c'est chiant, tout ça. Ah ouais. Et on est allé dans une pharmacie de Pertuis faire une vidéo. Et les gens m'ont pris pour une folle, je pense, sur place. Elle y est toujours sur le... Ah ouais, toujours sur Insta. Et du coup, tu vois, je suis là et je dis, j'oublie toujours de prendre ma pilule, mais j'oublie jamais de manger mes biscuits. Du coup, on a associé les deux, voilà. Vous faites pas de blog et tout ça, il n'y a pas de... Non. Et l'année dernière, du coup, en 2019, on a aussi fait... Ah, en 2019, on a fait, Poisson d'avril, c'était le biscuit au cannabis. Ah oui. Et du coup, on a fait une newsletter. Et quand tu cliquais sur le lien de la newsletter pour acheter les biscuits, en fait, t'arrivais sur notre page du site et en fait, tout était clignoté comme si t'étais drogué, quoi. Qui gère aujourd'hui le site et tout ça? Tu as quelqu'un d'interne, en externe? Le site, on l'a fait faire par une agence. Et puis nous, maintenant, on sait faire, tu vois, on sait ajouter un produit. C'est qui l'agence? C'était Lord à Paris. Ce que j'ai trouvé marrant aussi, c'est 20 belles-mères pas chères. Ah, ça fait partie de nos classiques aussi. Ah, mais j'ai de la chance parce que je les ai retrouvés. Ah ouais, c'est les incontournables. Même quand on est au pop-up, là, on avait fait une déco où il y avait genre nos 10 incontournables. Il y a 3000 photos quand même. Hein. Non, mais oui.
quand Ouais, faut oui. les choper. Ouais. Et en fait, ces messages, je sais pas, tu prends l'avion, tu es dans le train, tu es avec des copains, tu as un truc qui te vient, une idée, Ouais. tu le notes? Ah ouais, en général, c'est ça. C'est souvent, j'ai une conversation. Elle me dit, ah, mais ça, cette phrase, elle est géniale sur un biscuit. Du coup, je note. Et puis après, il y a certains trucs où j'ai un thème en tête, bah, du style belle-mère. Tu vois, on n'a jamais fait de truc sur la belle-mère, il faut que je trouve une idée. Et puis après, c'est à force de creuser. Mais des fois, j'ai des moments où j'essaye de trouver, mais souvent, c'est quand j'essaye de trouver que ça vient pas. Et c'est en parlant comme ça. Ou même des fois, ce que je le fais un peu moins maintenant, mais avant, très souvent, quand j'étais dans une conversation, message avec quelqu'un, je répondais avec des biscuits qu'on avait fait. Et des fois, je me dis, je veux le faire. Ah, mais j'ai pas de biscuit pour répondre à ça, pour cette situation. Et du coup, je cherche le texte et puis voilà. D'accord. Je pense que c'est un peu comme moi au niveau enfin, je veux dire, dans l'imprimerie, au niveau des fautes d'orthographe, tout ça, comment tu gères? Tu t'en fiches, tu laisses passer, tu corriges? Ah bah, tu veux dire quand les gens commandent? Bah, je sais pas, ça va avec un si les gens commandent avec une faute, bah on laisse la faute. Hein. Enfin, parce que moi, on me l'a reproché. On inscrit ta commande. On me l'a reproché il y a 2 jours. Ah, bah, nous, tu valides. Hein. Tu valides. Hein. Au début, bah, les gens, des fois, nous le reprochent, mais maintenant, on dit, bah, c'est validé. Hein. Enfin, non, parce que nous quand des fois, c'est des privés de joke. On imprime des cartes de visite, on les fait par planche de 200, c'est quasiment à l'aveugle. Ah, bah, nous, c'est pareil. Hein. Tu vois, tu mets les lettres, tu vois pas, quoi. D'accord. Ah, non. Instagram, donc, ça, c'est un mystère absolu. Que la puissance et la maîtrise, t'as fait aucune formation, c'est juste du feeling. Bah, après, plus tu fais et plus tu comprends aussi comment ça marche. Et puis, je l'utilise beaucoup aussi. Donc, moi, je sais comment ce que j'aime voir en tant qu'utilisatrice et puis après, même, tu vois, on a une stratégie, enfin une ligne éditoriale, mais tu vois, elle est vouée à changer. Hein. Enfin, même il y a des trucs que j'ai dit, bah maintenant ça, on arrête, tu vois. Je veux plus de trucs comme ça, et puis ça change, quoi, ça évolue. Mais la difficulté, c'est de se renouveler et pas lasser les gens. Mais... Tu dis que tu as une ligne éditoriale, c'est quoi? Bah, en fait, tu vois, l'idée, c'est tous les matins, je poste un biscuit avec un message, voilà. Donc tu as posté ça, la base, ouais. D'accord. Et mais maintenant, j'essaye de mettre aussi plus de... Jamais plusieurs messages programmés ou... Non. Je sais pas, quand tu pars en vacances, Je l'ai fait quand je suis partie en vacances, je programmais, mais genre j'ai dû programmer 3 posts. Bon, après, en même temps, tu pars, il y a un hôtel, il y a Internet, quoi. Donc, oui. D'accord. Non. Puis maintenant, même, non, mais je sais pas ce que je vais poster demain, tu vois. Bon. Les photos, tout ça, c'est toi qui les prends. C'est moi qui les fais. Donc les doigts qu'on voit, c'est toujours toi, c'est toujours truc. Oui, tu as une salle où tu as. Ah non, j'ai une sorte de petite tente blanche là que je mets à la lumière, mais sinon je fais à l'arrache, je fais dehors, devant les arbres. Je te rassure, parce que j'ai quand même quelques notes, ça se termine. Mais les gens aiment bien aussi, parce qu'ils le voient que c'est moi qui le fais, et du coup ils aiment bien voir que ça reste aussi une boîte humaine où on fait un peu comme ça, tu vois, ils peuvent s'identifier aussi à ce qu'on fait. Mais c'est pas des super images hyper léchées. Mais ça va encore une fois avec toi. Moi, quand je contacte des gens pour avoir des podcasts, des fois j'envoie 10 messages pour pouvoir les joindre. Ensuite, j'ai la secrétaire, la relation presse, le machin, etc. Elle me dit ok ou pas. Toi, ça a été direct. Moi, je te filme mon portable et puis voilà, quoi. Ah donc, bah oui. Après, je sais pas si ce sera tout le temps comme ça, mais je me dis pour l'instant, moi j'adore la relation avec les clients et les gens qui nous suivent. Au contraire. Mais j'ai entendu aussi que tu as dit à un moment. D'abord, je crois que tu parlais de ton succès. Tu dis j'aime pas qu'on me dise que j'ai eu du succès. Ah ouais, non. Déjà. Par contre, tu dis moi on m'a aidé et j'aide. Ouais. C'est-à-dire que tu dois avoir des gens qui te contactent pour te dire voilà. J'aide, mais je me fixe des limites quand même parce que maintenant je dois avoir au moins une fois par semaine. Une boîte qui m'appelle pour intervenir chez eux ou dans un truc et sinon ça me prend trop de temps. Enfin, ça me prend trop de temps. Donc maintenant, je suis là, on accompagne une école à Vitrolles qui fait une école de commerce. Et du coup, là, sur toute une année, on va suivre un peu les élèves, intervenir, faire des projets avec eux. Donc ça, c'est un truc dans lequel on s'engage. Et après, moi aussi, je suis marraine du programme Gold Up de The Family. Enfin, ils ont lancé un programme pour les filles. Et puis sinon, après, quand il y a des gens qui se lancent, je dis, bah ok, on s'appelle, tu vois. Donc ça me dérange pas du tout de passer une demi-heure au téléphone avec quelqu'un, mais après, plus que ça, c'est trop, quoi. Enfin, tu vois, je vais pas aller intervenir tous les soirs dans des boîtes. C'est sûr, donc, sinon, je fais plus que ça. Mais il me semble que tu as un bureau sur Paris ou On a un bureau sur Paris parce qu'on a 3 salariés là-bas. Ouais. D'accord, donc tu fais la navette. Par contre, c'est super bien placé ici parce que tu es quand même proche de l'aéroport, proche du train, c'est bien, quoi. Ah bah ouais, c'est trop bien. Et du coup, tous les transporteurs sont à l'aéroport, donc même s'il faut aller déposer un colis, ça prend 5 minutes. Ouais, c'est le rêve, parce que TNT, monter truc, c'est... Ah bah avant, quand on était à Pertuis, on était perdu. Hein. Si on ratait TNT, bah c'était mort. On va parler de toi un tout petit peu perso. Tu es une lève-tôt, t'es quoi? Je suis une lève-tôt.
Un peu moins tôt qu'avant maintenant, mais ouais, je suis plutôt une lève-tôt. Tu arrives à quelle heure environ? Alors, ça dépend. Ici, dans le sud, j'arrive vers 7h en général. Et à Paris, j'arrive plus tard. Parce qu'à Paris, j'ai plus de trajets. À Paris, j'arrive à 8h, 8h30. Tu fais du sport, du cheval, toujours? J'en ai fait. Non, je fais plus du tout de sport. Mais je veux m'y remettre. Je me suis motivée il y a genre 2 semaines. Parce que Laurent, là, mon DG, il va courir assez régulièrement le soir. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais aller courir avec lui maintenant. Je l'ai pas encore fait, mais... Tu as le temps de lire ou de te former? Me former, non. Lire, j'essaye. J'ai des périodes, en fait. J'ai des périodes où j'ai envie de prendre le temps. Mais tu lis du business ou tu lis un roman Ah non, policier? non, je lis des comédies romantiques ou des trucs qui me font totalement déconnecter, quoi. Ou alors, je lis des bios. Mais non, c'est plutôt des comédies romantiques. Même si c'est un film, tu vois, au moins c'est un truc qui me plonge dans un truc. Tu as des routines dans la journée, enfin tu fais des trucs le matin dans la semaine, tu as par exemple tu vas t'occuper évidemment Insta le matin je pense au réveil, ouais. Voilà. Chez non, toi ou ici? Chez moi. Chez toi, d'accord. Ouais, je poste chez moi puis après je suis un peu toute la journée. J'ai pas de routine et en fait je me rends compte que ça me stresse d'avoir des routines parce que je me sens mise dans un cadre et j'aime pas. En fait, j'aime me sentir libre. Et non, j'ai pas forcément de routine, non. Mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu es plutôt sur des chiffres, tu as des productions, les contacts Ça dépend, hein. J'ai pas forcément la même journée déjà dans le sud et à Paris. Je suis beaucoup avec les clients. Même rencontrer les gens. Et puis après, ici, je suis sur plein de sujets en même temps. Après, moi, c'est plus la partie marketing com sur laquelle je suis. Bah, évidemment. Et à Paris, ça te sert à quoi d'avoir un bureau sur Paris? Parce que j'ai 3 salariés. C'est pas du social quand même, tu fais non, parce que du coup à la base j'avais qu'une équipe de prod et je voulais recruter quelqu'un en marketing commercial, sauf que le mec que je voulais était à Paris et je me suis dit en fait c'est pas bête d'être à Paris parce que tout se passe à Paris, au moins tu peux faire un rendez-vous, t'as pas obligé de dire ok on fait rendez-vous dans 2 semaines, tu peux faire on se voit demain et du coup ça nous paraissait logique de mettre l'équipe marketing commercial à Paris. Oui, parce que pour ceux qui veulent aller sur le site internet, ils doivent aller sur chantibiscuit.com. Ouais. C'est impressionnant les références clients. Je veux dire, il y a et France. Encore, on a rien. Enfin, on a de tout type de clients. Non, mais il y a quand même des gros trucs, quoi. Ah oui. Il y a quand même des gros trucs. Ouais. Le truc avec Air France, c'est quoi? C'est marrant parce qu'Air France, c'est le truc sur lequel tout le monde bloque. Hein. Non, je te dis ça pourquoi? J'ai une salariée qui partait en Guadeloupe avec Air France. Et j'ai dit, j'ai eu Chanty Biscuit. Elle m'a dit, je connais. J'ai dit, écoutez, elle distribue apparemment des biscuits sur Air France. Non. Voilà. Et elle était vachement déçue. Alors, et j'ai fait la pirouette. Non, mais voilà. Et j'ai fait je lui ai fait la pirouette en lui disant, écoutez, je suis désolé, mais c'est que pour les premières classes. Et elle me dit, et elle me répond évidemment. Mais je voyage en première. Avec le salaire que vous me donnez, j'ai pas vu partir. Ah, mais non, mais c'est marrant parce qu'Air France, c'est vraiment le mot-clé, le nom sur lequel tout le monde tilte. Alors, en fait, c'était toute petite commande. On a eu 3 commandes, je pense. Et voilà, mais par contre de citer Air France, ça change tout. Même quand je suis en rendez-vous, je sais que si je vois le mec il me prend pas trop au sérieux dans la conversation, je case Air France, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. Ouais. Et de suite le mec il te croit. Et Frischti? Ouais, Frischti aussi. Toujours, vous êtes toujours chez Frischti? Non, ils nous prennent ponctuellement, mais on n'a plus les commandes régulières. Je crois que ça a été la méga première commande. C'est la première commande, la plus grosse? Ça a été la plus grosse commande à un moment, ouais. C'est sympa quand ça tombe, ça. Oui, c'est sûr. Il faut juste produire. À un moment, il faut te creuser. Là, c'est clair. Mais je préfère avoir des problématiques de production plutôt que on n'a pas de clients. Donc. ça, c'est certain, quoi. Et au niveau perso, tu tiens en place, tu es toujours à fond? Ah non, je suis pas toujours à fond. J'essaye, mais non, mais surtout quand il se passe un truc très fort chez Chanty Biscuit, par exemple le pop-up, et quand ça s'arrête, après le retour à la réalité est assez violent. Alors parle-moi de ce pop-up parce que ce pop-up, donc c'est Chanty Motel. Ouais, c'était génial. Voilà, je pense que je suis aussi un peu tombé dans le panneau parce que la première fois que je l'ai vu. T'as cru aussi? Alors, est-ce que tu sais qu'il y a un Chanty Hotel aux États-Unis? Je t'apprends la même chose. Je pense qu'on me l'a déjà montré. Voilà. Ouais. Et donc je me suis dit, alors j'ai pas bien regardé, je l'ai fait en 2-2 comme ça. Et puis je crois que je t'envoie envoyé un petit message pour te souhaiter bonne chance. Explique-moi un peu ce que c'est. Alors, on n'a jamais fait de point de vente physique. Et donc là, pour la première fois, on voulait faire un pop-up parce qu'on sentait que les gens avaient besoin de nous rencontrer. Et on sentait aussi qu'on avait besoin
upgrader la marque, tu vois, dire ok, maintenant il faut qu'on passe au physique, on est trop dans le digital. Et nous, comme on n'a pas un produit que les gens achètent forcément comme ça impulsivement, parce qu'il faut qu'ils aient une occasion d'offrir les biscuits, tout ça, on s'est dit on va faire un pop-up juste de marque, enfin un pop-up pour nous faire connaître, pour montrer aux gens ce qu'on fait, faire C'était goûter. Où C'était à Paris, dans le Marais. Et du coup, en centre commercial ou en... Non, dans une rue. Boutique éphémère, quoi. Ouais, boutique éphémère sur 10 jours. Et du coup, moi, je voulais rester dans la continuité d'Insta où on est toujours là à surprendre les gens et à faire des trucs un peu improbables et drôles. Et du coup, on a fait un pop-up sur le thème du motel. Donc, l'idée, c'est en fait, t'arrivais dans le pop-up. Donc, c'est comme si t'arrivais au bord d'une piscine. Il y avait un sol comme une piscine. Il y avait des bouées, il y avait, palmiers, donc déco très Instagram. Ouais, on a pris une agence. Et du coup, on avait un partenaire coffee shop. Donc, t'arrivais, tu pouvais prendre une boisson que tu sirotais au bord de la piscine avec des biscuits. Super. Et ensuite, c'est toi qui as eu l'idée de ça? Non, c'est l'agence qui a eu l'idée du motel. Après, on a trouvé plein de petits trucs ensemble. Et ensuite, t'avais un mur où t'avais plein de clés. En fait, c'est des biscuits avec des clés gravées dessus. Donc, comme si tu prenais ta clé de chambre d'hôtel. Tu descendais un escalier et en fait là t'arrivais dans un espace un peu boudoir, tu vois, avec un canapé tout rose, moquette, tout ça. Et là tu pouvais te faire poser ta manucure par OPI. Ouais. Parce que du coup il te faut que tu aies les ongles parfaits pour faire ton post Instagram. Donc là c'était un peu l'esprit chambre d'hôtel. Et ensuite t'avais une autre pièce où là la pièce était toute noire avec des paillettes et tout. On a voulu faire un espace un peu mec et en fait t'avais un ring au milieu et on a reproduit le Chanty Game, c'est un jeu que je fais sur Instagram en vrai. Donc on avait mis les punching balls et on avait mis vraiment un ring de boxe. Super, une déco très poussée. Ah mais c'est super. Voilà, très immersive. Beaucoup de fréquentation. Ouais, quand même, il y a eu tous les jours du monde. Ce qui est cool, c'est qu'on a aussi eu des gros clients B2B qui sont passés. Donc c'était cool de rencontrer, de montrer aux gens ce que Chanty Biscuit est capable de faire et c'est quoi la marque au final, quoi. C'est pas G Biscuit, donc c'est une vraie marque et voilà. C'était très drôle. Mais il y avait des gens qui sont rentrés. Je peux prendre une chambre? Ouais. Tellement on avait joué le jeu à fond, quoi. Next step? Next step international et pourquoi pas une boutique permanente. Alors j'ai pensé à ça, j'ai réfléchi. Alors d'abord, avant de parler de cette boutique, t'as changé la taille du biscuit, donc tu l'as diminué. En fait, on a 2 tailles. D'accord, mais t'es pas allé sur le biscuit salé ou ce genre de choses? Si, le mini est en salé. On l'a fait goûter en avant-première au pop-up. D'accord, biscuit d'apéro. Voilà. Et donc pour ta boutique, c'est quoi? C'est une boutique avec des messages déjà fait. Déjà fait. Ouais. Et tu proposes pas qu'on commande? Si, tu vas proposer pour qu'on puisse les envoyer après derrière. Après non, ça reste sur notre site. Parce qu'on avait fait le salon du chocolat l'hiver dernier et en fait on avait mis des tablettes pour que les gens commandent. Et en fait on se rend compte que les gens, t'as besoin de réfléchir. Tu étais en robe en chocolat, je crois. Ah oui, c'était génial. J'ai défilé. Là, on est vraiment la Bisqueen. Ah en plus le mec, parce que du coup j'ai défilé au salon du chocolat et le mec annonce la Bisqueen. Parce que du coup en fait c'était un défilé où t'as mannequin et influenceur, tout ça. Donc les mecs annoncent machin du compte Instagram, du blog machin. Et Chanty la Bisqueen. Oh, c'était génial. C'est génial. Voilà. Donc c'est ça que j'aime faire avec Chanty Biscuit, tu vois, vendre des biscuits je m'en fiche. Ah, mais c'est ça qui est... Oui mais ça va avec. Oui ça va avec, mais en fait c'est ça qui entraîne les ventes derrière, c'est que je m'amuse et les gens veulent s'amuser avec moi. Mais c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait tu te marres quand même. Ouais. Donc la boutique physique, t'as pas pensé à faire une sorte de petit atelier dans lequel les gens font leurs biscuits? Jamais de la vie. Ouais, trop compliqué. Déjà, tu vois, on a 800 mètres carrés quand même ici, donc il faut au moins ça pour faire les biscuits. Et même maintenant, il y a plein. Alors, il faut pas 800 mètres carrés parce que tu pourrais faire des tout petits biscuits. Mais même, il faut quand même les machines. Il faut quand même un four, il faut quand même des machines pour l'emballage et tout. Et puis même comme maintenant, il y a plein de gens qui me copient, on veut pas donner accès à la prod. C'est pour ça qu'on fait jamais visiter. Personne n'a le droit d'entrer dans la production. D'accord. Même mes meilleurs amis ne rentrent pas, même mon oncle et ma tante sont venus en vacances, je ne les ai pas laissés rentrer. Et donc, la production restera chez nous secrète. Au niveau de ton succès, j'ai vraiment l'impression, excuse-moi de t'en parler, même si tu dis que ça t'énerve un peu ta success story. Ça m'énerve pas, c'est juste. Non, mais je sais pas comment l'expliquer. C'est ça qui m'intéresse dans ce podcast, c'est d'expliquer le cheminement qui est arrivé à ça. C'est quasiment. Je veux pas te flatter, mais c'est réel, c'est quasiment un parcours sans faute. Il y a une maîtrise. Mais c'est parce que ça, c'est ce que vous voyez de l'extérieur.
Mais c'est pas que du je suis consommateur potentiel, je suis surfeur, excuse-moi du terme des années 80 sur tu Internet. veux que je ramène Laurent, mon DG, tu vas voir, il n'aura pas la même réponse. Ouais. Non, mais c'est quasiment, il y a une maîtrise d'Insta. Il y a une maîtrise de la com. Quand tu tapes Chantilly, tu as des articles sur Femina, sur Elle. On vient de chercher. Alors, il y a 4 jours ou 3-4 jours, j'ai vu ça sur LinkedIn. On est venu te chercher pour te parler des 5 endroits un peu fun. C'est ça, non Ah, c'est Management qui a fait une double page. En fait, tous les numéros, ils font les 5 adresses d'un patron. Ce qui est quand même rigolo, c'est que tu allais parler des trucs en Afrique du Sud, je crois, il me semble, non Ah bah oui, parce que du coup, j'ai dit, je peux citer le monde entier, parce qu'il m'avait donné 2 exemples des anciens magazines, et j'avais vu qu'il y avait des trucs à New York et tout. Et du coup, je suis obligée de faire un clin d'œil au Cap. Parle parce que j'ai pas fini de manger. Là. Au Cap. Au Cap. De Bonne-Espérance. Mince, je me faire avoir. Il faut que tu parles encore, j'ai pas fini de manger. Et du coup, j'ai partagé mes 5 adresses préférées. C'était assez dur. Et d'ailleurs, j'avais voulu mettre le Chantilly Motel, mais ça concordait pas trop en date. Mais ça aurait été très marrant. Et voilà. Et tu vas la monter jusqu'où, la mayonnaise? Ah ben, je sais pas. Mais justement, j'essaye de pas trop y réfléchir parce que sinon, ça me met la pression. Et après, ça me... Mais ça monte doucement. Ça monte doucement. Oui. Non, mais c'est... Mais tu te marres autant aujourd'hui qu'au tout début? Ouais, mais maintenant, je me marre surtout avec l'équipe, on va dire. D'accord. Avant, j'étais toute seule et ouais. Et puis maintenant, tu te marres avec les gens, en fait. Plus t'as de gens et plus tu rigoles avec eux, en fait. Même sur Instagram. Parce que là, on a créé... En fait, ce qui est marrant, c'est que sur notre Insta, t'as autant de biscuits, mais t'as aussi toute l'histoire des salariés, de la boîte. Et en fait, c'est comme un peu une télé-réalité, au final, qu'on essaye de faire. Et les gens... qu'il y a une maîtrise... Ah ouais. Mais ça, en fait, c'est même pas... Moi, j'ai même pas l'impression de le maîtriser. Et tu vois, moi, je vois tout ce qu'on pourrait améliorer. Mais quand tu crées un Chantilly Motel, je veux bien reconnaître que c'est compliqué. Le modèle, je suis assez fier quand même. Le ring de boxe, il faut de l'idée quand même. Ouais. Bon, après, c'est un truc de chance. Mais toute ta com aujourd'hui, c'est toi qui la gères, quoi. Ou tu as une agence qui t'aide à... Ah non, on n'a pas d'agence, mais par contre, j'ai 2 personnes qui bossent avec moi sur le marketing. D'accord. Ouais. Mais Instagram, c'est moi qui le fais. Mais moi, je vois tout ce qu'on pourrait faire. Ah non, pour moi, je dirais pas du tout que c'est parfait. Le produit peut évoluer. Qu'est-ce qui te ferait évoluer On fait des parfums différents. Ouais. Par exemple, là, même on va faire des collabs avec des chefs qui vont nous créer des parfums, peut-être. Voilà. Non, après, sur le produit, ce qui peut évoluer, c'est plutôt les packaging, mais les coffrets, tout ça. Est-ce que tu as fait... On va laisser de côté l'histoire des associés, parce qu'on a bien compris. Est-ce que tu as fait des erreurs, sinon Ah, mais oui, des tonnes d'erreurs. En fait, c'est en les faisant qu'on apprend. Hein. Surtout des erreurs de recrutement. Et puis après, moi, je suis quelqu'un... j'ai tendance souvent à m'enflammer assez vite. Et du coup, à agir des fois, pas impulsivement, mais plutôt à l'instinct, sans trop me poser et réfléchir. Donc, tu vois, je peux... Ouais, tu vois, je peux faire des collabs, tu vois, sans trop réfléchir ou faire des trucs... Bon, j'ai rien fait de... Ouais... J'ai fait des erreurs, mais au final, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, tu vois. J'ai pas un truc que je regrette vraiment, à part des erreurs de recrutement. Mais sinon, dans le reste de la boîte, non, ça m'a permis d'apprendre. Puis on a même les erreurs qui nous ont coûté un peu d'argent, ça n'a jamais tué la boîte, quoi. Comment tu te sens quand on te remet un prix, genre Veuve Clicquot? Veuve Clicquot, c'était incroyable. C'était, je pense, un César pour toi, quoi. C'est un truc. Mais c'était tellement. C'est ton premier prix? Imprévu. Non, j'avais gagné d'autres prix. J'ai dû en gagner 2 autres petits, mais c'était pas du tout l'ampleur de Veuve Clicquot. Et puis même là, Veuve Clicquot, c'est LVMH. C'est Antoine Arnaud en face de toi qui vient te féliciter. Tu vois, c'était incroyable. Non, le moment où je suis montée sur scène et que j'ai fait mon petit discours de remise du prix, je pense que c'est le moment le plus fort de ma vie, quoi. Vraiment. T'as jamais la télé qui est venue faire des reportages ici? Si, on a eu France 2 il y a 2 ans après son Instagram. Et puis sur le salon d'Insta, on avait eu M6, mais voilà. Si c'était à refaire, tu referais exactement pareil? Non. Mais en fait, des fois, j'ai envie de dire non, mais après, je me dis, si ça se trouve, toutes les erreurs que j'ai faites m'ont aussi emmené ici. Et donc peut-être ça valait le coup que je les fasse. Et que si je les avais pas faites, j'aurais peut-être pu faire quelque chose de pire. Donc j'aurais moins mangé de biscuits.
Tu les manges toujours ou pas? Ah bah oui, c'est ça le problème. Non, je pense qu'à refaire, ouais, j'aurais peut-être pris plus de temps pour moi. Tu vois, peut-être continuer à faire du sport, à plus sortir et tout, on va dire. C'est ça que j'aurais changé, je pense. Non, je te dis ça parce que moi, dans mon parcours, j'ai eu un moment un resto et puis je me suis dit un jour, je vais acheter un four à pizza. Et je m'empêchais de manger la pizza que je faisais parce que je me suis dit à un moment, ça va te dégoûter. Et moi je... Donc tu les manges toujours, quoi. Ah bah Donc, toujours. Maintenant, je super, peux plus boire un café si j'avais pas un biscuit. Enfin, c'est le réflexe, quoi. Mais moi aussi, d'ailleurs, je peux pas. Et bah là, avec les salés, en plus, ça nous fait un nouveau truc. Bah maintenant, si je peux plus boire une bière, si j'ai plus les biscuits salés, tu vois. Alors, tu en as pas besoin de toi, mais est-ce que tu as pensé au light? C'est impossible, nous, le light. C'est impossible. En fait, les dosages de beurre et sucre font aussi que le biscuit est très beau et très bon. Et du coup, moi, je serais intransigeante sur la qualité visuelle et gustative. Et du coup, je veux pas. Il est vachement bon. Si un jour on trouve un ingrédient qui change rien en goût et en visuel, oui, c'est sûr. Non, mais je pense, ça serait pas suffisant de mettre du sucre. Et puis, c'est pas une demande qu'on a non plus. Donc, c'est sûr, si un jour j'ai quelqu'un qui me dit, tu fais un truc light, je t'en prends 500 000, on va réfléchir, quoi. 3-4 autres questions. C'est quoi ton problème aujourd'hui? Mon problème? La question est dure. Mon problème, c'est plutôt le management. Mais ça, c'est mon problème depuis le début, je pense. Toute la relation avec l'équipe, et même de manière générale, je suis pas quelqu'un qui a un relationnel très facile, donc on va dire ça, le management. Et même... Un relationnel très facile interne ou externe? Un peu tout le monde. Et j'ai du mal à dire les choses, tu vois, quand il y a quelque chose qui me plaît pas ou quoi. Mais soit je mets pas les formes, soit je le dis pas et puis après ça m'énerve. Donc on va dire ça. Mais du coup j'ai Laurent qui m'apprend beaucoup sur ça. Laurent, c'est ton DG. C'est mon DG. Il a quel âge? Il a 29. Ah, il est jeune. Ouais, mais je te le présenterai après. Là. Si j'avais un point à améliorer, ce serait ça. Tu as des modèles ou des mentors. Quand tu as des gens au board comme Philippe Bloch, c'est quand même des pointures. Séverine, quand je l'ai rencontrée, même je me dis, mais j'aimerais trop être elle à son âge, quoi. Enfin, après, il y a aussi plus à mon niveau, on va dire, par exemple, Lisa Gachet de Make My Lemonade. Je me dis, elle, c'est fou. En plus, elle est vraiment accessible. Enfin, tu vois, ça peut être ma copine, quoi. Quand tu vas dans des trucs genre de family, ça rebooste. Après, est-ce que tu as des périodes down, en fait? C'est ce que je veux dire. Ah oui. Ouais. Là, typiquement. Ah oui. Ça n'a pas l'air, hein. Non, mais c'est plutôt la fatigue. Non, mais c'est le contre-coup du pop-up où tu viens un truc hyper intense et après, c'est le retour à la réalité. C'est un peu compliqué, mais j'en ai assez souvent. Bon, après, ça dure pas très longtemps, quoi. Puis il suffit que j'ai un mail d'un client qui me dit, j'ai reçu mes biscuits, j'adore. C'est bon. Mais par contre, je me remets tout le temps en question continuellement. Je suis en introspection continue. Mais tiens, justement, des fois, je me fatigue moi-même. Mais... Pour la VPC, t'as pas de problème, les gens qui... Pour la quoi? La VPC, enfin, je veux dire, la vente à distance, tu as pas de trucs, il y a pas des retours, il y a pas des trucs. Les gens qui si, t'as toujours des problèmes. C'est compliqué. Enfin, t'as toujours la poste qui va te perdre un colis, un truc qui va arriver en retard. Si, mais ça. Parce que là, entre le moment où je clique pour commander et le moment où je vais le livrer, il se passe combien de temps? Alors, ça dépend. Si tu commandes le parfum authentique, c'est le parfum classique, tu vas les recevoir sous 5 jours maximum. Les autres parfums, c'est 10 jours maximum. T'as pas de produits génériques aujourd'hui? T'as pas de trucs genre bon anniversaire? Non, on n'a pas de stock. Non. D'accord. Et tu n'as pas d'option nous, chez nous, dans l'imprimerie, on a l'overnight, par exemple. Tu commandes à aujourd'hui, tu l'as demain matin. T'as pas de truc... On sait faire du 48 heures. Plus cher, du 24, vraiment selon l'heure à laquelle tu commandes. Mais c'est pas un truc qu'on met sur le site, non. Parce que sinon, après, tu dois gérer toutes les urgences. Mais si les gens veulent un truc urgent, on sait le faire. Écoute, ça se termine. J'ai vraiment passé un moment à l'image de ce que je savais, et de ce que j'avais vu. Et c'est vraiment passionnant. Chantibiscuit.com, donc c'est là où on te trouve. On te trouve où Chantibiscuit sur Instagram. Voilà, sinon on te contacte comment? Instagram, LinkedIn. Tu vois, voilà, quand tu peux, tu réponds. Je réponds à tout le monde. Voilà. Merci. De rien. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles.
5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.